Ouais, Sophie-Claude. Bonjour, Wadia, Alexis. En deuxième partie de l'émission, on va parler littérature avec Mélissa Mollen-Dupuis pour son livre Nutshibit. Et on va aussi parler du Salon du livre des Premières Nations du Québec avec Jocelyn Sioui. Mais en première partie d'émission, on va parler de leadership autochtone avec Valérie Courtois, qui est la directrice générale de l'initiative de leadership autochtone. C'est aussi la fondatrice de cette organisation-là. Elle est Innu de Mastoyache, elle vit au Labrador et donc elle a un diplôme en sciences de la foresterie de l'Université de Moncton et aussi un doctorat honoris causa de l'Université de Guelph. Quand même pas rien, là. Non, c'est pas vraiment, rien. c'est impressionnant. C'est du leadership certain, ça. Là. C'est du leadership certain. Quoi, Valérie? Quoi, comment ça va? Ça va bien. Dans cette belle journée, peut-être un petit peu trop chaude, hein? Ah oui, pour la mi-novembre, on s'entend que c'est quand même assez chaud. On en aime les rayons, mais oui, on se pose des questions. Donc, Valérie, cette initiative-là de leadership autochtone, toi, tu es vraiment à la direction générale de ça, mais où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé en 2013. Pourquoi est-ce important? Pourquoi, dans le fond, la mission, c'est de renforcer la nationalité autochtone, mais pourquoi, d'où est-ce que ça a commencé? D'abord, ça a commencé comme une partie de la campagne internationale sur la conservation de la forêt boréale, qui est une campagne qui a débuté au début des années 2000. Le but de la campagne, c'était vraiment que la forêt boréale au Canada soit la forêt la mieux protégée et la mieux gérée au monde. Faut le savoir, la forêt boréale, ici en Amérique du Nord et aussi en Europe et en Asie, c'est la plus grande forêt intacte qui demeure au monde. Donc, il y a des grandes valeurs de conservation. Et le plus que la campagne travaillait à travers du pays, le plus qu'elle s'est rendu compte que, dans le fond, ce travail-là se faisait sur des territoires autochtones. Et donc, quand j'ai joué la campagne, j'étais la seule membre autochtone et je me suis dit que de couvrir un tel espace à partir du Labrador était tout un défi, que idéalement, on aurait vraiment une équipe autochtone qui avancerait ces concepts-là, et ça a amené à la fondation de l'initiative de leadership autochtone. On est composé d'experts et de leaders à travers ce qu'on appelle maintenant le Canada, que ce soit des anciens membres du Parlement, des anciens députés, des membres de la législature dans les provinces ou des leaders dans leur nation. Et ce sont des gens qui tiennent à cœur vraiment l'enjeu de la protection du territoire en tant qu'une expression de la responsabilité culturelle que nous avons tous comme peuple autochtone. Donc, c'est vraiment l'origine de la fondation de l'organisme. Puis, vous avez, à ce que j'ai cru comprendre, une approche holistique du concept de la nationalité envers le territoire. Est-ce que pour nos auditeurs qui seraient moins connaissants, qui comprendraient moins ou qui auraient moins entendu parler du concept d'holisticité chez les peuples autochtones, est-ce que ça serait possible d'expliquer un peu en quoi votre organisation a cette valeur-là, a cette approche-là? Mm-hmm. Oui, l'idée du renforcement du leadership, c'est qu'on sait que les nations ont ce concept inné de responsabilité-là à l'intérieur de leur expression de la nationalité. Donc, en renforçant la reconnaissance de la nationalité, le résultat de cette reconnaissance-là, normalement, c'est une augmentation aussi de l'expression de cette responsabilité-là sur les territoires, que ce soit via sa gestion, sa protection, mais aussi pour le développement sensé de ces ressources. Donc, c'est la nature du travail qu'on fait. L'expression de ce travail-là se fait souvent via les plans d'affectation territoriaux, la désignation et la gestion d'aires protégées autochtones, mais aussi les programmes d'intendance comme le programme des gardiens du territoire. Parce qu'il faut comprendre que pour
les Premières Nations en général, les peuples autochtones, le territoire, on le voit dans le monde occidental avec la philosophie libérale comme une propriété à exploiter. Chez les Premières Nations, en tout cas dans beaucoup de Premières Nations, le territoire, est une richesse qui apporte la vie, mais c'est aussi la terre-mère qui a aussi des droits qu'il faut protéger. Effectivement, c'est aussi la source fondamentale de notre identité. Oui. Qui sommes-nous sans notre territoire? Donc, pour avoir cette vision-là, on a décidé, justement, par l'initiative du leadership autochtone, de centrer sur la forêt boréale. Est-ce que on a aussi dans l'initiative de leadership autochtone d'autres visions où on se concentre juste sur la forêt boréale? Non, dans le fond, la forêt boréale, c'est l'origine de notre travail, mais pour l'instant, on travaille avec les nations dans toutes les régions de ce qu'on appelle le Canada. Puis l'idée, c'est vraiment d'avancer la position des nations à l'intérieur de la Fédération canadienne. Et donc, que ce soit des nations sur l'île de Cap-Breton ou la côte de la Colombie-Britannique ou dans les régions arctiques, on a tous le même enjeu à cœur, c'est-à-dire d'augmenter notre pouvoir décisionnel sur la gestion territoriale autour de nous et sur nos territoires traditionnels. Et ça, ce qu'on retrouve, c'est que quand les nations sont fortes à ce niveau-là, ça renforce aussi les régions. On peut prendre comme par exemple les territoires du Nord-Ouest, où on a plusieurs aires protégées autochtones. Ces aires protégées autochtones-là et la gestion de ces aires protégées-là sont des pièces angulaires dans le nouveau mode économique pour la région. Ce qu'on trouve, c'est que justement, les emplois reliés à cette gestion-là, c'est des emplois qui sont durables et aussi ancrés dans une expression culturelle. Donc, c'est des emplois qui permettent aussi ce que j'appellerais un peu la décolonisation de cette gestion-là, parce qu'elle s'accote complètement sur la relation territoriale des nations. Donc, et souvent, dans les communautés, une communauté comme Fort Simpson ou une communauté comme Tolita, dans la région des Satou, ou Luturkey, dans le bras est du lac des Grands-Esclaves, ce sont des communautés où ces emplois-là, cette vocation de prendre soin du territoire, c'est des employeurs majeurs de ces communautés-là. Donc, ça a un impact économique assez important. Et on sait que quand ces communautés-là sont fortes, les autres communautés non autochtones autour sont aussi fortes. Donc, par exemple, la première année que Luturkey a commencé son programme des gardiens suivant la désignation du Parc national de Taïdananani, qui est une aire protégée autochtone, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une augmentation marquée pour l'achat des bateaux, des motoneiges, de tout l'équipement que ça prend. Et ça, c'est important pour l'économie de la ville de Yellowknife. On voit ça partout dans le pays. Oui. Puis à contrario, moi, je pense à des exemples au Québec où par exemple, on donne le titre de réserve faunique la Vérandrie, mais on sort du bois sans l'accord des Anishinabés. On a des tensions là, qui sont un petit peu moins fortes parce qu'on a mis un moratoire sur l'orignal, mais on voit que la gestion coloniale par l'État québécois a de la misère à être arrimée avec les besoins des peuples autochtones, au contraire. Oui, puis souvent, c'est une question de valeur, Alexis. C'est comme ingénieur. Moi, je suis forestière agréée, oui. Qui est comme l'équivalent d'un ingénieur forestier dans d'autres provinces. Quand on nous enseigne le travail de planification territoriale, la question qu'on se pose comme ingénieur forestier, c'est qu'est-ce que je peux prendre du territoire? Et dans le fond, une approche autochtone, c'est le contraire. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui doit rester sur le territoire? Et ça a vraiment un impact sur la nature de la planification qui a lieu et les décisions qu'on prend. Même chez les espèces en péril, on peut prendre le caribou forestier comme exemple. Oui, en particulier à Val-d'Or. La stratégie nationale pour le rétablissement du caribou
acceptent des conditions qui ne donnent que 60% de chances de succès. Et ça, pour les nations qui dépendent du caribou pour leur sécurité alimentaire, ce n'est pas suffisant. Donc, ça ne me surprend pas pantoute qu'il y ait des enjeux comme dans le parc de la Vérandrie par rapport à l'orignal et d'autres espèces, parce que c'est une question de valeur. Oui, on recevait ici à l'émission il y a quelque temps Henri Jacob qui est un militant pour le caribou forestier à Val-d'Or qui a vu la horde passer de quelques centaines à une centaine, à quelques dizaines. Puis aujourd'hui, on a 7 caribous qui sont dans un enclos parce que depuis le début, avec les Anishinabés, on avait cette vision-là qu'il fallait laisser des territoires aux caribous pour qu'ils puissent survivre, puis la Domtar, finalement, a eu le gros mot. Et oui, puis c'est décevant, parce que c'est une chose, comme tu le dis, Alexis, la valeur occidentale par rapport au territoire, on pense beaucoup à l'utilisation du territoire et de sacrifier un espace pour protéger l'utilisation primaire. Des fois, ça semble acceptable, mais pour les nations dans lesquelles on retrouve notre identité même, notre rôle en tant qu'humain à l'intérieur de nos environnements, via cette relation-là, ça peut être dévastateur. Et c'est ce qu'on voit vraiment pour nous. Moi, je suis membre de la nation Innu. On le sait, on est un peuple du caribou. Et les aînés disent souvent, le caribou et l'humain ne font qu'un. Et donc, les conséquences d'une perte de la perte d'une espèce ou d'une arbre, c'est majeur et même souvent inchiffrable. Puis au-delà de l'humain, il y a le droit dans nos traditions juridiques des animaux, de la terre, des rivières aussi qu'on pourrait peut-être voir dans cette vision-là holistique. Ben, on voit que la communauté des Kwajit, entre autres, est en train d'explorer ce mouvement-là pour la rivière Magpie. Oui, en collaboration avec la MRC du coin aussi. Ils ont décidé, d'un côté, avec la communauté, ils ont décidé de donner cette personnalité juridique-là, mais c'est en collaboration puis en coopération avec la MRC de la Mangani. Oui, puis ça, c'est justement un bel exemple où l'approche territoriale autochtone offre aussi des contextes de collaboration importantes avec nos voisins, avec les gens dans nos régions. Et c'est ce qu'on voit aussi dans d'autres régions du pays. On va prendre une petite pause musicale. On va revenir à les gardiens du territoire. Ça serait le fun d'explorer. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup de parler de ce programme-là spécifiquement. On va prendre une petite pause. On va aller écouter Anaknid avec une de ses chansons préférées, pour moi en tout cas, Braids. Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my braids. Gotta get up, let's do this, babe. Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my braids. Gotta get up, let's do this, babe. Stop, press play. Boys with braids, girls with braids, hey with braids, ha ha ha. Boys with braids, girls with braids, hey with braids, ha ha ha. Boys with braids, girls with braids, hey with braids, ha ha ha. Boys with braids, girls with braids, hey with braids, ha ha Don't let them cut your hair. And yes, they might stop and stare. But you gotta get back. You gotta get that. Cause the longer that it grows, the closer you are to your soul. Let it grow. Let it grow. Let it grow. Your soul, your soul, your soul. Let it grow. Let it grow. Let it grow. Your soul, your soul, your soul.
Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my brace. Gotta get up, let's do this, babe. Stop, let's dance. Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my brace. Gotta get up, let's do this, babe. Stop, let's play. Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my brace. Gotta get up, let's do this, babe. Let's stop. Pour moi, c'est impossible de ne pas taper du pied en entendant ça. Donc, c'était Anachnid avec son succès Braids. On est de retour avec Valérie Courtois, directrice générale et fondatrice d'Initiative de Leadership Autochtone, qui nous parle justement de toute cette volonté-là de protection du territoire, d'harmoniser les usages aussi. Ben, c'est ça, puis il y a vraiment un programme spécifique qui est vraiment les gardiens du territoire. Je sais que moi, je fais partie de la Nation Cri, on a des gardiens de territoire aussi, les Talimans qu'on appelle, mais spécifiquement dans le programme de leadership autochtone, l'initiative de leadership autochtone, en quoi ça consiste leur rôle et comment ils procèdent, c'est quoi au juste? Les gardiens du territoire, en résumé, c'est ce qu'on appelle nos yeux et les oreilles. Des communautés sur le territoire. Leur vocation, c'est de représenter les intérêts de la nation par rapport à l'utilisation de ces territoires-là, que ce soit pour la planification de la conservation ou même pour la surveillance d'activités de développement. Ces gardiens-là travaillent au nom de leur nation. Donc, l'initiative de leadership autochtone n'a pas de gouvernance par rapport à ce programme-là. Le rôle de l'initiative, c'est d'être un peu une voix amplifiée du mouvement au niveau national, et c'est nous qui avons poussé les investissements au niveau fédéraux pour supporter ce programme-là depuis 2017, où il y a eu l'investissement initial de 25 millions de la part du gouvernement fédéral. On a vu ces programmes-là quadrupler en nombre, et aujourd'hui, on a plus de 1000 gardiens du territoire, que c'est leur responsabilité de s'assurer que les territoires sont bien gérés et bien protégés, et que les projets de développement puissent minimiser leurs impacts et maximiser leurs retombées pour ces nations-là. Et au Québec, effectivement, on retrouve des programmes chez les Inuits, chez les Cris, chez les Algonquins, chez presque toutes les nations, dans le fond. Est-ce qu'on parle de programmes, je m'excuse, juste pour ma compréhension, de programmes qui permettent à des gardiens de territoire de vivre sur le territoire puis de faire ça à temps plein, si on peut dire? Ça dépend du mandat qu'ils reçoivent de la communauté. Fait que pour certains cas, oui, il y a des périodes où ils vivent sur le territoire, où la surveillance demande cette réalité-là. Si on surveille, par exemple, une herde de caribous, on doit passer un temps significatif avec eux pour vraiment comprendre les dynamiques et de voir ce qui se passe. Donc, c'est vraiment une combinaison de choses. Si tu es Inuit, il y a des chances que tu travailles sur le caribou, mais il y a aussi des bonnes chances que tu travailles sur le saumon. Si tu es dans l'Algonquin, tu vas sûrement travailler sur l'enjeu forestier, l'enjeu minier, etc. Donc, ça dépend vraiment des besoins des nations et de leur communauté. Est-ce que ce sont surtout des aînés ou est-ce qu'il y a des différentes tranches d'âge pour les gardiens du territoire? C'est la beauté du programme qu'il y ait plusieurs tranches d'âge, parce qu'on sait que les différentes générations ont différentes natures de connaissances par rapport à ce territoire-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que les aînés, souvent, ont le côté valeur, le côté d'expérience directe, d'occupation du territoire, et chez les jeunes, une capacité assez importante pour la gestion de données, l'utilisation de technologies nouvelles, et c'est la combinaison des deux qui mène au succès de l'approche. Et donc, c'est vraiment une place où il y a un bel échange entre les générations.
ce qu'on trouve aussi, c'est que souvent, c'est via ces programmes-là qu'on a le renforcement de l'utilisation de la langue, de la connexion avec le territoire. Fait qu'on a aussi comme des impacts connexes à cette approche-là. Donc, on voit vraiment que, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui font qui tannent les pots, qui s'occupent complètement de l'utilisation des résultats de chasse, tous ces genres de choses-là, le retour au territoire, et ça, ça ne peut qu'être bon. Pour moi, c'est justement une réponse à la réalité coloniale qu'on a subie depuis les derniers siècles, et c'est la façon qu'on va s'en sortir. Oui, en tant que nation. Il y a une certaine forme de transmission de savoir aussi. Moi, j'ai une question, Valérie. Il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et c'est les revendications de certaines communautés qui s'autoproclament métisses. Je présume que dans les nations que vous avez mentionnées, ce sont des nations reconnues par le gouvernement fédéral, et certaines ont des traités, etc. Et donc, est-ce que vous avez vu dans les dernières années, il y a quand même une recrudescence des personnes qui s'auto-déclarent métisses au Québec, et c'est un sujet assez polémique, mais est-ce que ces groupes-là ont des revendications? Est-ce que vous travaillez avec eux? Vous vous situez comment par rapport à ça? Non, notre position en tant qu'initiative de leadership autochtone, c'est de travailler entre autres avec les Premières Nations et ceux qui sont reconnus. Que ça soit par et de façon primordiale par leur propre nation. Et on demande vraiment que les programmes de gardiens qu'on supporte soient rattachés à ces nations-là. L'idée du renforcement de nationalité, c'est justement ça, c'est de s'assurer que les nations légitimes puissent avancer nos intérêts, mais aussi se défendre contre des intérêts qui compétitionnent avec la réalité du droit autochtone qu'on a au Québec. Par curiosité, est-ce qu'il y a déjà des groupes métis comme ça autodéclarés qui seraient venus vous voir pour vous demander de collaborer avec eux? Pour l'instant, non, pas vraiment, pas au Québec. Il y en a dans d'autres régions, mais nous avons notamment demeuré dans le champ des Premières Nations pour l'instant. Donc, ouais, c'est pas quelque chose qui pourrait qui serait surprenant qui arrive. Dans la gouvernance autochtone, vous êtes là pour renforcer justement cette gouvernance. On a, dans beaucoup de nations, une volonté d'aller vers l'autodétermination. Moi, je pense à des projets d'autodétermination dans plusieurs nations que je peux voir chez les Inuits, les Atikamekw, les Mi'kmaq. On essaye justement d'aller chercher un peu cette gouvernance-là traditionnelle. Dans ces éléments-là de gouvernance traditionnelle, on a parlé un petit peu plus tôt des gardiens du territoire qui sont un élément comme très, très important dans cette gouvernance-là traditionnelle dans beaucoup de ces nations-là. C'est quoi votre rôle pour supporter les nations qui veulent justement essayer de retrouver leurs racines, retrouver leur modèle, puis se sortir de la gouvernance coloniale imposée, entre autres, par la loi sur les Indiens? Ben souvent, moi, j'admire tellement les gens qui se présentent en politique autochtone parce que c'est un défi tellement grand. Les pressions qu'ils subissent sont importantes. Les enjeux varient une journée typique. Premièrement, il n'y a pas vraiment de journée typique, là, mais entre autres, ils peuvent négocier avec les plus grandes compagnies minières du monde et en même temps s'inquiéter de la qualité de construction des maisons dans leur communauté, de tous les genres de problèmes qui avoir des enjeux d'aide de dernier recours, violence dans la communauté, consommation, il y a tous les enjeux sociaux. On se retrouve en politique autochtone avec tout un spectre d'enjeux. Exact. Et c'est demander beaucoup d'eux de prendre des décisions. Et quand il arrive, des compagnies minières ou des propositions de développement, tout est beau, vous allez avoir des jobs, ça va vous amener de l'argent. Et ils n'ont pas de façon nécessairement de vérifier l'information qu'il leur est présentée. C'est un défi qui est tellement grand et ce n'est pas juste de demander à nos leaders de se positionner à ce niveau-là sans information. Donc,
c'est justement le rôle de la conservation autochtone et de l'indépendance autochtone de bien informer nos leaders pour la prise de décision et pour la représentation au nom de leur peuple. Et ça, c'est pour moi la pièce angulaire du retour de cette gouvernance traditionnelle-là. On pense aussi que la façon que les gardiens travaillent sur le territoire, ce n'est pas vraiment un mode hiérarchique. Souvent, il y a des collaborations entre nations que, au niveau politique, peut-être qu'on s'entend moins, mais qu'au niveau sur le territoire, écoute, on a des intermariages, on a des connexions culturelles qui sont beaucoup plus creuses que ce que l'image politique peut présenter. Et c'est là que, si on veut retrouver notre gouvernance traditionnelle, on doit d'abord retrouver notre relation avec le territoire et de bien informer nos dirigeants pour qu'ils prennent des décisions qui sont représentatives de nos valeurs et de nos besoins en tant que nation. Et de retrouver nos relations internationales dans le sens international des Premières Nations. Exact. On peut penser justement à l'exemple entre la nation Cri et la nation Innu pour l'échange caribou. Les gardiens avaient un rôle primordial dans cette entente-là. L'avenir pour l'initiative de leadership autochtone, c'est quoi en terminant? Reste à voir. On espère que notre but, c'est que toutes les Premières Nations au Canada qui veulent un programme de gardiens puissent l'avoir et avoir le support en perpétuité pour ces belles carrières-là. On a le but que les territoires autochtones soient les mieux gérés au monde. Écoute, 80% de la biodiversité qui reste au monde, au niveau global, se retrouve sur des territoires gérés et aimés par des Premières Nations. Oui, puis si je me trompe pas, les territoires qui sont les mieux préservés, selon plusieurs études, sont des territoires gérés par les peuples autochtones. Effectivement, et en tant qu'espèce humaine sur cette belle planète, nous avons une responsabilité de se rendre compte qu'on dépend de la qualité de notre biodiversité, de la qualité des impacts de notre climat, et donc c'est là le futur de l'initiative, c'est de continuer à renforcer ce leadership-là dans toutes les nations, et on a comme le but d'un peu de changer pour le mieux. Le Canada devienne un pays qui reconnaît justement que sa fondation même s'accote sur les nations autochtones qui vivent depuis des millénaires. Tchèque-Somaton, Valérie Courtois, directrice générale et fondatrice d'Initiative de leadership autochtone. On vous souhaite bon succès dans votre mission qui est très importante. Merci à vous. Belle conversation. Ouais, à la prochaine. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Alors aujourd'hui, pour la deuxième portion de notre émission, on reçoit Mélissa Molène-Dupuis, réalisatrice, animatrice, autrice et militante pour les droits autochtones. Elle vient nous parler de son livre pour enfants, qui est même très bien dessiné par Élise Gravel, Nutchimit. Bonjour. Nutchimit, on parle du Nitassinan pour le grand territoire. Nutchimit, c'est la forêt, c'est le bois. C'est quoi que ça veut dire, Nutchimit, Mélissa? Écoutez, Nutchimit, comme tu l'as dit, on utilisait beaucoup le terme Nitassinan au début, mais là, on parlait beaucoup de termes plus, je dirais, géopolitiques. C'est vraiment Nitassinan, notre terre. Et le terme qu'on utilise pour Nutchimit, c'est vraiment, ça veut dire en arrière, des tasses en arrière dans le bois, là. Mais le premier servait beaucoup à discuter avec le gouvernement, à parler de notre territoire, de la manière découpée avec des plans, vraiment, on parle de Nitassinan, il y a le Nitaskinan. Nutchimit, lui, c'est plus grand encore. Nutchimit, c'est dans l'esprit des Inuits. Puis c'est quand tu vas dans le bois, puis il n'y a pas de limite au territoire. Le territoire n'a pas ces frontières imaginaires-là. Et quand on nous parlait du Nutchimit quand j'étais jeune, c'est là où on va pour apprendre notre langue, pour apprendre notre culture, pour guérir. Fait que je voulais vraiment qu'on respecte cette idée-là de retourner chez soi, mais pas d'un plan découpé par la colonisation. Fait que Nutchimit, c'est vraiment parler en arrière dans les terres, parce que nous autres, on est en sandwich entre le fleuve et le territoire. Fait que je trouvais que ça c'était vraiment approprié pour parler de comment on voit le territoire.
Nuchimit, un bain de forêt. Comment est né le projet de Nuchimit? Est-ce que c'est toi qui es allé voir Scholastic ou c'est par l'entremise de la dessinatrice Élise Gravel, qui est quand même assez connue dans le monde de l'illustration pour les enfants? Écoute, tu comprendras que j'ai jamais eu même l'idée d'aller approcher quiconque pour parler d'un livre sur la culture Innu. Parce que des fois, tu te dis, ça intéressera pas personne. Tu sais, c'est encore un mauvais réflexe que j'ai de l'éducation que j'ai reçue dans les années 80. Mais j'ai la chance de connaître Élise depuis quelques temps. Et à un moment donné, elle m'a approchée puis elle m'a dit, « Hey, Mélissa, j'aimerais faire un livre sur la forêt. Puis j'aimerais ça que tu en sois l'autrice. » Puis vous comprendrez que moi, j'étais comme, Ah oui, Miss Forêt. ouais, non, mais tu sais, c'est parce que probablement les feux d'artifice ont explosé dans ma tête parce que l'idée de pouvoir écrire un livre destiné aux enfants, mais en collaboration avec une illustratrice comme Élise Gravel, c'est quelqu'un qui rejoint les jeunes aussi facilement que les adultes. Ben, moi, j'étais comme, j'arrive pas à y croire parce qu'elle n'a pas besoin de moi. Elle aurait pu faire son livre de forêt 10 fois sans moi et elle m'a approchée puis on a commencé à travailler ensemble. Puis le fait qu'elle soit une autrice professionnelle, puis moi, c'était mon premier recueil pour enfants, elle m'a empêché de faire un livre de 300 pages. pour des enfants, ça aurait été un peu lourd, 300 pages. Un peu lourd, mais c'est quand même un livre très épais. En plus, ça fait 86 pages, qui est considéré comme très gros pour un livre pour enfants. Oui. Mais c'était l'idée que c'était peut-être la dernière fois de ma vie que j'allais avoir cette opportunité-là, parce que je voulais tout mettre les savoirs que j'avais dans un seul livre. Elle dit non. Dis-toi que tu vas en avoir plusieurs. Et aussi, elle a réussi à me déculpabiliser, à parler de moi-même dans le livre. Parce que j'allais faire un livre qui allait porter des savoirs Innu, fait que j'allais parler au sens large. Puis elle dit non. C'est Mélissa qui va en forêt, qui parle de la forêt. Et j'ai adoré ça parce que je me suis dit, mais c'est ça qui manque, des perspectives individuelles qui vont se réunir, qui vont montrer justement le capteur de rêve qui est l'identité des Inuits. Et j'ai pu me laisser aller puis raconter comment, si on allait dans le bois ensemble, qu'est-ce que je voudrais vous montrer. Et c'est ce qu'on a créé avec Nuchimit. Par chance, c'est juste 86 pages, parce que sinon... Mais en 86 pages, tu arrives à donner une perspective historique, si je regarde avec le fait que tu parles de la nature qu'on occupait depuis des millénaires, des centaines d'années. Tu présentes les peuples autochtones. Tu arrives même à parler de la mythologie, de la création du monde avec la femme qui est tombée puis qui a été ramenée sur la tortue. Il y a un élément... C'est pas une légende des Inuits, mais ça, c'était quelque chose que je voulais montrer. Je dis, tu sais, autrefois, avant, on nous demandait pas, raconte-nous une légende Inuit, on nous demandait de raconter des histoires. Puis ça, c'est des versions que moi, j'entendais d'autres personnes, d'autres nations, et c'est ce qui se serait passé dans le passé. On aurait échangé nos histoires, mais on a des versions comme La Femme Céleste qui existe avec Carcajou, mais je voulais justement qu'on enlève ces espèces de limites qu'on s'est fait imposer par la structure coloniale, puis montrer qu'on était en rencontre sur le territoire, qu'on s'échangeait, qu'on comparait nos technologies aussi, puis qu'on prenait ce qu'il y avait de meilleur, qui s'adaptait le mieux à notre territoire. Fait Élise m'a vraiment beaucoup aidé pour ça, à clarifier vraiment ce que j'avais envie, ce que j'avais l'intention, puis sinon ça aurait pu être long comme livre. Oui, mais je veux qu'on parle un peu de Carcajou, parce que moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais chez une de mes tantes Wendat, puis je lisais un livre pour enfants de l'ICEM, qui était l'ancien nom de l'Institut Tchekapèche, et on parlait de Carcajou, mais en version non censurée. Oui. Ça, a lu le même livre, toi et moi. Ça tient les enfants tranquilles, cette histoire-là, là, comparativement à ton livre qui est très, très, vraiment pour les enfants, là. Ben, c'était les livres pour enfants aussi. Je pense qu'on a vu le même livre, puis je pense que c'était même... si je me trompe pas, c'était la version Atikamekw qui était en bande dessinée. Ouais, c'est ça, c'est la version Atikamekw que j'ai lue quand j'étais plus jeune, ouais. Fantastique, puis justement, c'était les histoires telles qu'elles étaient racontées, mais c'est certain qu'on avait quand même déjà des bases, puis on avait aussi des bases culturelles qui existent chez les Inuits comme chez les Atikamekw. On adorait les petites jokes de pète d'entente, on avait ça là, quand j'étais jeune, mais c'est moins présent aujourd'hui. Fait c'est sûr que je ne vais pas faire peur aux parents allochtones tout de suite. On va toujours mettre toutes ces histoires-là dans Nuchimit 2. Ou Nuchimit réservé aux Autochtones. La version peut-être de Tchekapèche. Puis, oui.
Pardon, est-ce que tu as des enfants, toi, Mélissa? Est-ce que tes enfants, ils ont dû regarder le livre? Est-ce que tu l'as lu avec eux? Est-ce que tu l'as regardé avec eux? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils trouvent que... comment ils réagissent? Écoute, tu comprends que j'ai 2 enfants qui sont en plein dans l'âge exactement des lecteurs de Nutrimet. J'ai mon fils qui a 6 ans, puis j'ai ma fille qui a 8 ans. C'est certain que le livre, au début, ce qui les a impressionnés, c'était que c'était Élise Gravel, tu sais. Maman, hein, quoi? On s'en fiche de maman, mais Élise Gravel, tu sais. Mais après, c'est devenu leur livre. Il dit, ma fille a dit, notre livre, maman, hein, notre livre. Puis je peux te dire que quand elle m'a dit ça, là, je voulais brailler ma vie parce que je me suis dit, ça va faire partie de sa fierté. Puis c'est apparent dans sa vie d'enfance que nous, on n'avait pas. Tu sais, on avait des livres que, justement, grâce à l'ICEM, à l'Institut Chacapèche, on pouvait voir, mais c'était tellement rare. Tu sais, les seuls livres qu'on voyait qui étaient du monde alloctone, c'était soit des livres qui venaient de l'Ouest américain, tu sais, des cowboys et des Indiens, ou c'était on avait tué les missionnaires puis on les faisait bouillir. Tu sais, c'était vraiment pas une vision extrêmement positive ou extrêmement représentative de nous autres. Mais celle-là, en plus, tu sais, je parle d'eux autres dans le livre. Je parle de grand-papa Sylvestre, je parle de mon père. Fait que, tu sais, ça vient que tu te reconnais, tu sais, puis j'ai des jeunes qui disent, ça, c'est ma cousine, puis quand ils parlent de mon livre, je dis, j'ai tellement hâte que toi aussi t'écrives ton livre, puis je vais lire ton livre. Puis tu sais, c'est de dire, d'avoir le droit de se reconnaître dans des livres pour enfants, c'est précieux, puis de plus en plus, on en trouve maintenant. Je manque pas de livres pour parler à mes enfants sur des sujets, tu sais, puis j'aime beaucoup que Scholastique, c'est vraiment une de leurs approches très fortes, c'est celle des auteurs autochtones à travers le Canada, puis de plus en plus qui sont traduits en français. Mais il n'y en a pas autant qui viennent du monde autochtone francophone. Tu sais, c'est encore une nouvelle frontière à défaire, celle-là. Parce qu'on s'entend aussi que, tu sais, il y a quand même quelques années, nous autres, on est de la génération où est-ce qu'on commençait à avoir le droit de parler notre langue puis de célébrer notre culture, parce qu'avant, c'était comme interdit. Donc, le fait de pouvoir parler, ben justement, tu parles du foin d'odeur, etc., qui étaient des médecines qui étaient peut-être pas permises il y a plusieurs années. Comme, dans le fond, nous, quand on a lu des livres enfants, c'est rare qu'on avait des choses aussi accessibles que ça. Est-ce que, pour toi, tu as toujours voulu faire un livre pour les enfants, pour les prochaines générations, ou c'est vraiment en parlant avec Élise que là, ça a cliqué, ou c'était un désir qui était en toi? Ben, moi, j'étais animatrice de camp de jour pendant quelques années là, au Jardin des Premières Nations, au Jardin botanique. Tu sais, j'ai toujours adoré faire de l'animation pour les plus jeunes. Puis je dois avouer que ce qui m'a beaucoup enligné vers me diriger vers la plus jeune génération, ça a été la marche avec Greta Thunberg. Parce que on était 1 demi-million dans la rue, tu sais, puis j'ai eu le grande opportunité, grand luxe de pouvoir être au devant de la marche avec les jeunes, tu sais, parce qu'il y avait 30 jeunes qui étaient assemblés, 15 autochtones, 15 allochtones, qui marchaient aux côtés de Greta Thunberg, qui tenait la bannière. Tu sais, je les voyais en action. Mais ce qui m'a vraiment troublée, c'est que Greta qui a dû traverser justement en canot comme Carcajou l'Atlantique pour prouver que ce qu'elle avait à dire était important. Tu sais, tout le monde la surveillait, tout le monde quasiment la watchait. Là. Elle était embarquée dans une voiture. C'est une voiture électrique. Elle a fait ci. Oui. Elle était surveillée et elle a fait toutes les preuves qu'il fallait et les gens n'ont pas réagi. Tu sais, ils attendaient qu'elle tombe. Elle n'est pas tombée. Fait que là, les gens se sont mis à ignorer son message, je trouve. Et c'est ce qui arrive aux jeunes de cette génération aussi, c'est qu'ils ont un message très fort, mais elles ne sont pas écoutées. Malgré le fait que les gens savent que ce qui est dit, c'est la vérité, il y a un refus de voir que c'est ces jeunes-là qui vont souffrir de nos choix, de nos décisions. Fait que moi, je me suis dit, je vais tourner vraiment toutes mes énergies vers cette génération-là pour leur transmettre des savoirs ancestraux qui vont les aider. Fait que pour les plus jeunes, c'est Nutrimet avec les plus vieux, je suis à travailler avec la Fondation David Suzuki pour mes ambassadeurs de forêt. Tu sais, c'est tout un travail qui se connecte, mais je me rends compte que si on donne pas toute notre énergie aux jeunes, tu sais, on fait juste ça pour comme terminer notre culture. Fait que c'est vraiment cet angle-là qui m'intéressait. Puis souvent, en passant par les jeunes, tu peux accrocher les parents, les grands-parents. Tu sais, c'est eux autres qui sont plus intelligents que toutes les autres générations. Ils sont plus souvent plus intéressés puis moins, je dirais, intéressés par
l'argent parle. Ils ont une vision de l'avenir qui est beaucoup plus globale pour tout le monde que juste pour me, myself and I. Là. Petit débat entre vous, mesdames. Oh! Qui fait la meilleure bannique entre les Cris et les Inuits? Mélissa, t'as-tu déjà goûté ma bannique aux pépites de chocolat? Non, j'ai pas mal. Tu sais, c'est plus de la bannique, là, c'est du dessert, c'est un gâteau. Oui, c'est en plein ça, mais tu sais, avec le chocolat, ça gagne pas mal tout le monde, habituellement. Est-ce que tu nous donnes une recette de bannique dans ton livre? Oui, c'est la recette de ma maman. Puis en plus, c'est la recette. C'est comment je pourrais dire? Tu peux t'en débrouiller sans huile de friture. Sans faute, tu peux la cuire dans le sable, tu peux la cuire dans l'écorce de bouleau. Tu sais, cette bannique-là est à l'épreuve de tout. Fait que moi, je pense que c'est la base de tout. Puis après ça, si tu veux rajouter des pépites de chocolat, c'est du luxe. Ah ouais, du sirop d'érable, des pépites de chocolat, let's go. La pâte de bleuet aussi, tu nous as dit comment on peut en faire. C'était une façon de préserver les vitamines pour l'hiver. Puis ça, en plus de nous apprendre comment le faire, c'est une façon de faire comprendre comment on pouvait avoir une alimentation variée chez les peuples autochtones aussi, même en hiver. Et même les tisanes, le monde disait, comment vous faisiez? Pas de fruits, pas de légumes. J'ai dit, on avait les petits fruits, mais ça ne durait pas si loin dans le temps. Avec, à l'hiver aussi, on pouvait se fier justement à la tisane de cèdre, à beaucoup d'autres aliments, même des fruits qui étaient enterrés sous la neige. C'est fou comment on était capable de s'adapter au territoire. Puis je pense qu'on a montré qu'on était capable d'aider les autres à y survivre aussi. Donc, c'est une vision qui pouvait se partager. Puis c'est une vision du bien-vivre, de survivre sur le territoire. Puis je veux dire survivre, mais c'est comme si on devait en arracher, mais on vivait bien. Puis j'ai dit, cette vision-là était tellement forte qu'on n'a pas eu besoin de traverser l'Atlantique pour aller coloniser ailleurs. On était capable de vivre en cycle. Et c'est ce qu'on a besoin sur ce grand tapis volant qu'est la planète Terre à travers le vide de l'espace pour prendre soin de cette tortue-là et arrêter de tirer ses fils du tapis. On est en train de se défiler le tapis sous les pieds à nous-mêmes. Là. Fait que c'est vraiment des savoirs ancestraux qui sont très facilement partageables, mais que des fois, les gens ont pas eu ont pas eu accès à ces savoirs-là. T'sais. Fait que ça, j'ai mis dans le livre des choses tellement à la base des connaissances. Des fois, je me dis, mais est-ce que ça fait du sens? Comme faire du feu. Moi, la question que je me suis fait le plus demander, c'est pourquoi vous montrez à des enfants comment faire du feu? Comment tu veux qu'ils survivent? Lisa, on doit te dire au revoir. Yamé, oui. Donc, Tchekismeto d'avoir participé avec nous aujourd'hui à l'émission. Mélissa Mollen-Dupuis, qui est l'autrice avec Élise Gravel de Nutchimit, Un bain de forêt, qui est aussi animatrice de l'émission Kwekwe à Radio-Canada. On te remercie vraiment beaucoup d'être avec nous. Tchinushku maintenant à vous deux. Un gros merci, Tchinushkumten. Alors, on va se laisser sur une chanson de Mathieu, Terre sauvage. La dernière fois que je t'ai vu, jamais j'aurais cru que c'était vraiment la dernière fois. J'aurais voulu pouvoir voir dans ta mémoire, remonter le temps et respirer le vent du nord. Respirer le vent du nord. Notre histoire s'évapore à chaque fois qu'il y en a un qui part pour le long voyage et retrouver la terre sauvage. Retrouver sa terre sauvage. Le grand souffle blanc, ce vent de changement, porté par les ailes du temps,
par les ailes du temps. Laissant derrière lui un nuage noir et nos visages dans le brouillard et des visages dans le brouillard. Nos remarques de mouchon. Waouh, de mon âme. Tandis où était tu vois, tu es toute ma. Est-ce que je te Alors, on écoutait Mathieu avec Terre sauvage, une pièce très touchante et qui parle vraiment du lien au territoire et de son mouchoum, son grand-père. Notre prochain invité est M. Jocelyn Sioui. Jocelyn a déjà été reçu quelque temps à l'émission et aujourd'hui, il va être là spécifiquement pour nous parler du Salon du Livre des Premières Nations, mais brièvement pour vous dire qui est Jocelyn Sioui, bien c'est un membre de la nation Huron-Wendat. C'est un créateur, un auteur, un marionnettiste aussi. Donc c'est vraiment un des très rares marionnettistes autochtones au Québec. C'est un auteur, compositeur, interprète. Il a écrit un livre qui s'appelait Mon oncle Jules en 2020 et qui a été quand même assez primé. Et ensuite, en 2022, il présentait Frétillant et Agile. Donc, Jocelyn arrive avec tout un bagage, tant en auteur que marionnettiste. Et bonjour Jocelyn, quoi? Donc, le Salon du Livre des Premières Nations a débuté le 16 novembre dernier. Ça se déroule à Wendake. Pour ceux qui seraient intéressés, il y a des activités qui sont disponibles en ligne, en diffusion, mais aussi il y a des billets disponibles sur lepointdevente.com. Le Salon du Livre des Premières Nations, pour nos auditeurs qui seraient moins guéris, on en parle à chaque année, mais est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, c'est quoi la mission de ce Salon du Livre, là? Ben oui, tout à fait. Ça fait plusieurs fois que je participe, juste pour corriger un peu, ça se passe pas à Wendake, mais bien à Québec. Le salon lui-même se passe au Morin Center, donc en plein cœur du Vieux-Québec. Puis donc, moi, ça fait plusieurs années que je participe. Puis ça met en valeur l'écriture, la littérature, la pensée autochtone dans les livres. C'est Louis-Carl Picard-Sioui avec Kwaiatong, donc le salon du livre qui s'appelle Kwaiatong, qui a démarré ça, je pense que c'est la 12e année cette année. Et moi, ça fait depuis mon oncle Jules que je participe. Donc, ce que je connais de l'expérience de ce salon, en fait, c'est plus qu'un salon, c'est un festival. Hein? Il y a des spectacles, des conférences, il
Il y a bien sûr le salon où les gens peuvent venir acheter, rencontrer les auteurs et les dédicaces, dont moi-même j'en fais durant le salon. Bref, il y a toutes sortes d'activités autour de cet événement-là, mais qui met vraiment en lumière la littérature autochtone, francophone, parce que depuis une douzaine d'années, il y a une effervescence, entre autres à cause de la maison d'édition Anénorac, mais aussi d'autres maisons d'édition qui ont permis, entre autres, à des Joseph Bacon de publier, des Michel Jean, etc. Donc, ça met en lumière cette diversité-là. Le 18 novembre en particulier, tu vas avoir 2 présentations. Réparer la ligne du temps. Est-ce que tu peux nous parler un peu à la bibliothèque Étienne Parent? C'est quoi cette présentation-là? Oui, bien ça, c'est un atelier que je donne aussi. Je le donne à différents niveaux. En fait, ce que je fais, c'est que depuis que j'ai fait mon oncle Jules, bien sûr, pour moi, c'est un plongeon dans la culture, mais aussi dans l'histoire autochtone qu'on ne m'avait pas enseigné à l'école. Fait que je repars de très loin et je remonte la ligne du temps. Puis c'est comme si je disais, il y a un trou de mémoire collectif historique. Puis moi, j'essaie de juste, sans bien sûr, je ne suis pas un historien, mais avec les connaissances que j'ai, avec la vulgarisation dont j'aime faire, j'essaie de raconter des histoires qui n'ont pas été souvent racontées, juste pour mettre le focus. Tu sais, je dis tout le temps, on s'est intéressé beaucoup aux 60 personnes qui ont fondé Montréal, mais on s'est pas beaucoup intéressé aux 60 000 qui étaient autour, qui probablement prenaient beaucoup plus de décisions politiques que les 60 qui étaient à Montréal. Donc c'est un peu l'angle avec lequel je raconte certaines parties de l'histoire que je connais. Et puis, spécifiquement, est-ce que c'est pour quel public c'est réparer la ligne du temps? Moi, je m'adapte à ceux qui sont là. Avant-hier, j'ai donné des ateliers à des enfants dans l'école primaire, mais je peux très bien le faire à des ados, je le fais à des adultes. Souvent, tout le monde est intéressé parce que dans le fond, les gens n'ont pas nécessairement eu accès à ces informations-là, ou en tout cas commencent à en entendre parler. Fait que ça s'adresse à tout le monde, en fait. Ouais. Ce soir aussi, le samedi 18 novembre, à 20h, il y a le cabaret littéraire Kwayatonk. Kwayatonk, oui. Kwayatonk. Hey, merci de m'aider avec ma prononciation. Ça a lieu à la salle multi. Bien sûr, il va y avoir Michel Jean, J.D. Curtness, Walter Scott, Norma Dunning, David A. Robertson et Georges Pissemopeo, qui d'ailleurs va être avec nous le 25 novembre pour une courte entrevue. Donc, ce cabaret-là... pourquoi est-ce que c'est important d'aller à la rencontre du public aussi? Parce qu'il y a la littérature, etc. Mais pourquoi ce salon-là et ces rencontres-là sont importantes? Mais ce qui est particulier, je trouve, avec les artistes autochtones, c'est qu'on a des ficelles partout. On n'est pas que littéraire. Je pense que, puis ça paraît dans ce qui est présenté. À chaque année, Louis-Carl, l'année passée, il y avait eu une été de fou à partir d'un livre de J.D. Curtness. Il me dit, Jocelyn, ça te tente de participer? J'ai embarqué dans sa folie. Cette année, il y a toujours un cabaret à chaque année qui montre la diversité. En fait, c'est toute cette idée de démontrer la diversité. Puis, la prise de parole directe, je pense que le public aime ça, avoir accès aux auteurs, pouvoir les entendre leurs textes de leur bouche, lu quand les auteurs et les autrices décident de le faire, bien sûr, parce que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas nécessairement être devant le public, mais quand ils aiment le faire, on aime beaucoup les entendre. Puis c'est vrai dans tous les cas, pas seulement chez les Autochtones. Hein. Il y a ce plaisir d'entendre les lectures. On a des soirée poésie parfois. Puis c'est ce que je remarque de cette soirée qui va avoir lieu, la soirée cabaret, c'est ça, c'est la diversité des styles. Entre Michel Jean et J.D. Curtness, il y a un monde incroyable de différence au niveau de l'écriture. C'est ce qui fait la richesse d'un cabaret. Oui, c'est pas la même ambiance avec ces deux auteurs-là, certainement. Et puis, le public, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, c'est pas juste des Autochtones qui vont aller au Salon des Premières Nations. Il y a beaucoup de non-autochtones, de beaucoup de Québécois et de gens de toutes origines qui vont là aussi. Ah oui, c'est sûr. Puis, il y a de plus en plus un intérêt marqué depuis, je dirais, les dernières années. Moi, je suis arrivé un peu sur la vague avec mon oncle Jules. Ça commençait, cette vague d'engouement, puis ça vient avec l'intérêt des Québécois. C'est beaucoup suite à les tristes histoires de pensionnat. Les gens ont commencé à s'intéresser
à ce qui existe ici depuis tellement longtemps, des peuples qui sont là. Puis je pense que la littérature, c'est une porte d'entrée formidable parce que les gens achètent un livre puis ils ramènent ça à la maison. Fait qu'ils vivent dans leur tête. Fait que je pense que ça explique cet intérêt qui n'est pas seulement autochtone, en fait, qui est un intérêt généralisé de la population. On le sent très bien, en fait. On était avec Jocelyn Sioui, membre de la nation Wendat, Tianwek. On rappelle que les billets pour le cabaret du livre, pour les activités sont en vente sur le pointdevente.com et ça se déroule aussi le 19. Donc, il y a des activités le 18 et le 19 qui vont encore avoir lieu. Tianwek. Miigwech. C'était Alexis Wawanalowat et Sophie-Claude Miller à l'animation. On remercie Mathieu Tessier à la régie, à la recherche Claire Guérin et Sylvestre Déterre. À la semaine prochaine. À bientôt.